Alors, dans cette seconde vidéo, nous allons ici nous intéresser donc à l'action du champ magnétique seul et uniforme, et donc au mouvement de déviation d'une particule dans le champ magnétique. Alors, les aspects énergétiques, conservation de l'énergie cinétique. Alors là, on va reprendre quelque chose qu'on avait un petit peu abordé, mais que je vais compléter là ici. Donc, on considère ici que la force de Lorentz n'est réduite qu'à sa composante magnétique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici donc de force électrique. Hein, donc c'est QV vectoriel B, bien entendu, hein, FB égale QV vectoriel B, et il n'y a pas donc ici de composante électrique. Alors on avait vu précédemment que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, c'était donc FB, c'est la puissance, hein, mais évidemment des forces, donc ici puissance de la force magnétique, hein, de la composante magnétique de la force de Lorentz, donc FB multiplié scalairement donc par V. Donc ça fait Q V vectoriel B scalaire V égale 0. Bien évidemment, pourquoi? Parce que V vectoriel B, par définition, est perpendiculaire à V. Donc le produit scalaire ici est nul. Alors, conclusion, ça veut dire que comme la dérivée, bien sûr, est nulle, bah, l'énergie cinétique est une constante. Il y a donc ici conservation de l'énergie cinétique. D'accord? Et en fait, on va voir que la conséquence de ça, c'est que le champ magnétique seul, si vous voulez, ne va contribuer qu'à faire dévier, hein, donc cette composante FB de la force de Lorentz, là ici, hein, QV vectoriel B, ne va avoir comme conséquence, si vous voulez, que de dévier la particule, mais à valeur de vitesse constante, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que le 1,5 de mv2 reste une constante. Alors, même chose, on va voir donc la trajectoire dans le cas d'un électron, donc de charge Q égale -E. Alors, sur cette figure là ici, j'envisage donc la situation suivante, c'est-à-dire que là, j'ai donc en perspective un repère cartésien, donc ici OX, OY, OZ. Bon, je n'ai pas représenté les vecteurs de base EX, EY, EZ, mais ils sont bien entendu sous-entendus là ici. Je ne l'ai pas fait par souci d'alléger le schéma. Et je considère ici que les vecteurs, si vous voulez, V0 ici, donc vecteur vitesse initiale, si vous voulez, hein, ici. Donc c'est pas le vecteur vitesse tout court, hein. Le vecteur vitesse, bien évidemment, il va évoluer dans l'espace, mais le vecteur vitesse initial, il est ici, c'est-à-dire qu'il est contenu dans le plan OX, OZ. Et le vecteur champ magnétique, lui, il est selon un axe vertical ascendant, c'est-à-dire selon ici l'axe OZ. Et j'envisage ici que nous aurons, si vous voulez, un angle en quelque sorte alpha différent de 90 degrés entre B et V0. Et bien évidemment, par la suite, hein, c'est-à-dire que là, je traite vraiment un cas général. Par la suite, on verra ce qui se passe, bien évidemment, quand on a V0 qui est ici, en fait, selon OX, c'est-à-dire qui est à la perpendiculaire donc de B. On verra qu'à ce moment-là, la trajectoire va être très simplifiée. Et d'ailleurs, très souvent, c'est dans ce cas-là que l'on se mettra, mais dans les exercices notamment, mais là, ici, on va travailler dans ce cas un petit peu plus général. Alors, bien évidemment, la force magnétique de Lorentz, bon, j'ai mis Fm ici, il aurait fallu mettre Fb, mais bon, peu importe. Cette force magnétique est toujours, bien évidemment, perpendiculaire au plan, hein, bien évidemment, où est contenu B et V0, c'est-à-dire ici le plan OX, OZ, hein, bien évidemment. Donc elle est perpendiculaire ici à ce plan, donc elle est nécessairement ici selon EY. D'accord? Voilà. Alors, ce que on pouvait dire, donc là ici, voilà, donc c'est qu'on choisit un référentiel R, et dans ce référentiel, on a donc le vecteur B qui vaut BEZ. Très bien. Alors, le point M, c'est en fait ici la particule, hein, bien évidemment, est en haut à t égale 0, et V0 est dans le plan ici OX, OZ. Alors, par utilisation donc ici de la seconde loi de Newton, eh bien, je peux dire que la somme des forces est égale à la masse par l'accélération, c'est-à-dire ici que la force magnétique de Lorentz FB est égale à MA.
soit bien évidemment moins E, puisque Q ici c'est moins E, hein, bien évidemment, ce qu'on a dit là ici. Donc moins E V vectoriel B égale MA. Ce qui va donc me conduire ici à l'expression de l'accélération qui est que l'accélération A, ben, ça va être égal à moins E sur M V vectoriel B. Voilà. Alors ainsi, on va pouvoir ici exprimer les composantes de ces vecteurs de la manière suivante. Donc les composantes de l'accélération, je vais les noter ici Vx point, Vy point et Vz point. On aurait parfaitement pu écrire x point point, y point point, z point point. Bon, ici dans ce cours, j'ai préféré voir l'accélération comme dérivée de la vitesse et pas comme dérivée seconde de la position. Donc ici, je vais travailler en disant bah, que voilà, A, c'est d de v sur dt, donc ça veut dire vx point, vy point, vz point. Égale, donc moins e sur m. Et ici, bien évidemment, le vecteur vitesse, ben, c'est vx, vy, vz. Hein, potentiellement, il y a trois composantes. Multiplié vectoriellement par les composantes du vecteur b. Donc vous voyez ici, là, je n'ai fait que réécrire l'équation qui est là, mais avec les vecteurs colonnes. Donc là, ici, bien sûr, c'est l'accélération, là, c'est la vitesse, et là, c'est le champ magnétique. Alors, le champ magnétique, on me dit que c'est BEZ. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de composante suivant X, il n'y a pas de composante suivant Y. Donc, vous voyez, ça ressemble un petit peu à un truc que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire que là, ici, je vais bien avoir 0, 0 et B. Alors, qu'est-ce que ça va me donner, cette affaire-là? Bon, bah, rappelez-vous, hein, ce que j'avais dit, si je veux la première composante, bah, je barre ici les premières composantes, donc ici, et je fais donc mon gamma, hein, vous voyez, mon gamma direct comme ça, en calculant le déterminant de 2. Je vais donc avoir VYB moins VZ fois 0, donc là on aura 0, je vais donc avoir B, VY. Donc ici en haut, j'aurai BVY. Après, je barre la deuxième, bien évidemment. Alors, il y aura moins E sur M, hein, bien évidemment. Donc, il y aura moins E sur M. Mais là, je ne fais pas encore la multiplication par moins E sur M. Je regarde uniquement le produit vectoriel ici. Donc, j'aurai... Donc, voilà. Donc, je barre la première. Donc, ici, j'aurai B fois VY ici en haut. D'accord? Ensuite, je veux la deuxième. Ben, je barre la deuxième. Et là, je fais l'anti-gamma, hein, pour aller un peu plus vite par rapport à tout à l'heure. Donc là, je vais avoir 0 fois Vz, donc ça va faire 0, hein, bien évidemment, moins, donc là il y aura un signe moins, B fois Vx. Donc BVY ici, moins B fois Vx pour la composante selon EY, selon l'axe des Y. Et puis pour la dernière composante, ben, je barre la dernière, et là bien sûr j'ai Vx fois 0 moins Vy fois 0, donc là ça fera 0. Autrement dit, j'aurai donc, voilà, moins E sur M, BVY, moins BVX, et puis 0. Alors, en identifiant, bien évidemment, ici, hein, donc avec ça et ça, donc on identifie les différentes lignes, et on aboutit au système différentiel suivant. Je vais mettre une accolade là, ici. Système différentiel. Donc, système différentiel, j'aurais pu dire aussi système d'équation différentielle. Donc, c'est ce qui est écrit là ici, c'est un système de plusieurs équations différentielles couplées à plusieurs fonctions inconnues. Alors, pourquoi on dit un système d'équations différentielles? Parce qu'on a trois équations différentielles. À plusieurs fonctions inconnues, bah oui, parce qu'on a une première fonction inconnue, c'est Vy, une autre Vx, et puis une troisième Vz. Bon, autrement dit, les fonctions inconnues ici sont les trois composantes Vx, Vy, Vz de la vitesse. Et si on arrive à les trouver, ben dans ces cas-là, il suffit de primitiver avec des conditions initiales, etc., pour, bien évidemment, obtenir les coordonnées x, y, c'est les équations horaires, hein, x de t, y de t, z de t. Alors, pourquoi coupler? Eh bien, la nouveauté, là, ici, c'est qu'on voit que on a des équations différentielles. Alors, elles sont du premier ordre, parce qu'on voit des fonctions, ici, et on voit des dérivées premières. D'accord? Donc, ce sont bien des équations du premier ordre, elles sont linéaires, etc. J'ai envie de dire de ce point de vue-là, comme d'habitude. Pourquoi coupler? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'aperçoit, si vous voulez, là, ici, on s'aperçoit que on a, si vous voulez, des dérivées, par exemple ici, de Vx, mais pas
avec Vx. C'est-à-dire que j'ai pas Vx point avec Vx là ici, mais j'ai Vx point avec Vy. Et là ici j'ai Vy point avec Vx. Bon, et Vz point, lui, c'est un cas un petit peu à part. Donc autrement dit, j'ai du x et du y, si je puis dire. Enfin bon, ici c'est Vx et Vy, en termes de dérivés et de fonctions qui sont mélangés, si je puis dire. Voilà pourquoi on dit un système couplé. D'accord. Si j'avais eu par exemple que du Vx point ici, Vx ici, Vy point ici, Vy ici, puis Vz point à la fin, j'aurais eu un système différentiel, donc de 3 équations différentielles linéaires, etc., mais qui ne serait pas couplé, c'est-à-dire j'aurais eu que du x, que du y, que du z. Bon, bah, ça veut dire que ça aurait été, dans ces cas-là, 3 équations différentielles complètement séparées, donc il aurait fallu faire le travail habituel 3 fois de suite. Bon, très bien. Là, ici, bah, c'est un petit peu plus subtil que ça, parce que bah, on voit que les x et les y sont mélangés, hein, là, ici, donc il va falloir, comme on dit, découpler. Alors, pour découpler des systèmes différentiels, il y a plein de méthodes. Nous, on va en voir une, ici, qui est finalement assez simple. Alors, déjà, avant de passer à cette étude de comment on peut découpler ici ce système différentiel, déjà, on va s'intéresser à la troisième, là, ici, parce que celle-là, elle est hyper simple. Là, il n'y a que du z, hein, on voit qu'il n'y a pas du tout de z là-dedans, d'accord, hein, donc là, il n'y a que du z ici, donc on a vz point égale 0, donc ça, c'est hyper facile. Si je primitive, donc vous voyez la troisième là ici, je peux dire du coup bah, que voilà, vz point égale 0, bah, ça veut dire que vz de t, c'est une constante. Bah, alors c'est une constante, hein, bien évidemment ici, je suis allé assez vite. La constante, bien entendu, ça correspond bien sûr à la composante de v0 suivant z, c'est-à-dire ici v0 cos alpha, parce que vous voyez que l'angle alpha, il est ici, donc si je projette, là, j'aurai v0 cos alpha. Voilà, donc là, il y a une étape que je n'ai pas écrite, hein, mais bon, on le fait de tête maintenant. Hein. Donc je répète, vz point égale 0, donc c'est-à-dire que vz de t, c'est une constante, et on sait qu'à t égale 0, forcément, le vecteur vitesse, c'est v0z. Donc la constante, c'est forcément v0z. Et v0z, c'est v0 cos alpha. Donc à ce moment-là, j'intègre une deuxième fois et j'ai z de t. Donc là, ici, j'aurai v0 cos alpha multiplié par t. Hein, bien évidemment, ce n'est pas cos de alpha t, hein, c'est cos alpha, hein, v0 cos alpha, et fois t. Donc ici, c'est bien quelque chose de linéaire. Alors bien évidemment, il y aurait une constante, mais on sait que à t égale 0, l'électron, là, ici, il est au niveau de l'origine du repère. Donc c'est-à-dire qu'à t égale 0, ben, x0, comme on dit, égale 0, y0 égale 0, et z0 égale 0. Donc ici, bien évidemment, la constante est nulle. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon l'axe des z, on va avoir en fait un mouvement, si vous voulez, rectiligne uniforme. Hein, un mouvement rectiligne uniforme suivant z. Donc ça veut dire que selon l'axe des z, on va avoir une évolution comme ça rectiligne uniforme, selon l'axe des z. Mais bien sûr, il va se passer quelque chose suivant x et suivant y. Alors, là maintenant, on va démarrer, si vous voulez, le découplage. Alors, il y a plusieurs manières de faire, hein, bien évidemment. Moi, ce que je propose ici, c'est de faire une dérivation temporelle de l'équation 1, puis ensuite de l'introduire dans l'équation 2. Parce que regardez bien, si je prends l'équation 1 qui est ici, si je dérive donc par rapport au temps, je vais donc avoir Vx point point ici égale moins petit e grand B sur M, V y point. D'accord? Voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit là ici. Vx point point égale moins EB sur M, Vy point. Hein, je veux dire que là ici, je rajoute un point là, donc, et un deuxième là ici. Et là, bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que ici, le Vy point, là maintenant, je vais introduire, bien sûr, ce qui est là. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, Vy point, hein, que je fais apparaître là ici, Vy point, j'ai son expression avec la deuxième équation. Vy point, c'est EB sur M, Vx. Je vais donc avoir ça. Donc je vais avoir moins EB sur M, facteur de EB sur M fois Vx. Soit, bien entendu, moins EB sur M au carré, donc ici, fois Vx. Ce terme-là, je peux le basculer, bien entendu, de l'autre côté, et je vais donc en fait avoir une écriture de ce type. Donc je vais la réécrire Vx point point plus
oméga 2, donc on voit bien que le oméga, ce sera à l'intérieur de la parenthèse ici, on va le préciser après, donc fois Vx égale 0. Hein. Bien évidemment, il y a un plus, puisque ce terme-là, je l'ai, hop, basculé de l'autre côté du signe égal ici. Donc, avec, donc je le disais, oméga qui vaut petit e grand b sur m, et c'est donc une pulsation, là ici, puisqu'on reconnaît finalement une équation différentielle du second ordre de type oscillateur harmonique. Donc ici on a bien une pulsation et on l'appelle pulsation cyclotron. Alors, on en déduit bien évidemment, puisque là maintenant il faut être au clair, hein, ça fait partie, je dirais maintenant, de fondamentaux d'acquis que vous devez avoir. Hein. C'est-à-dire que quand je vois cette équation différentielle là ici, j'ai donc une équation différentielle avec la fonction et la dérivée seconde sans dérivée première. Alors en plus ici elle est sans second membre, bon elle pourrait être avec second membre, ce ne serait pas gênant de ce point de vue là, mais le fait d'avoir uniquement la fonction et la dérivée seconde sans dérivée première, et avec un signe plus ici, eh bien ça veut dire que, ou en tout cas tous les termes qui sont de même signe, donc là c'est plus et plus, bon c'est ça que ça veut dire, eh bien ça veut dire équation donc différentielle de l'oscillateur harmonique. Donc autrement dit ça, c'est une équation différentielle de type oscillateur harmonique. Donc ça veut dire que du coup, j'ai la solution, l'oscillateur harmonique, hein, on le sait maintenant, vous voyez, solution de type oscillateur harmonique, je veux dire que Vx de t, eh bien c'est A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. Alors, bien évidemment, en t égale 0, puisque là, bien sûr, il faut que je détermine A et B par les conditions initiales, je sais que Vx à t égale 0, bon, c'est la constante A, bien sûr, puisque à t égale 0, le sinus dégage, hein. Sinus de 0, c'est 0. Le cosinus de 0, ça vaut 1. J'ai donc A, ici, ce qui est noté là. Et, bien évidemment, Vx à t égale 0, eh bien, c'est V0x, hein, c'est-à-dire que le vecteur vitesse à t égale 0, c'est le vecteur V0. Donc la composante suivant x, c'est V0x, c'est la composante qui est là, ici. D'accord? Et cette composante qui est là, c'est V0 sinus, puisque là, tout à l'heure, pour la composante suivante, j'avais V0 cosinus, donc là, maintenant, j'aurai le V0 sinus. Donc ça fait V0 sinus alpha. Donc finalement, A égale V0 sinus alpha. Alors maintenant, je peux dire que l'accélération en x, ici, l'accélération suivant x, c'est donc la dérivée de Vx, hein, c'est Vx point. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on avait écrit ici, souvenez-vous. Hein. Bon. Donc, comme maintenant, j'ai l'expression, là, ici, de Vx, je peux donc calculer sa dérivée. Donc, en calculant la dérivée, je vois bien ici que j'aurai, donc, dérivée de cosinus, ce sera moins sinus, comme il y a un oméga t, ça fera moins oméga sinus, oméga t, puis il y a le a, bien sûr, donc ça fait moins oméga a sinus oméga t, plus dérivée de sinus, c'est cosinus, il y a le oméga qui sort, donc ça va faire plus oméga b, cosinus oméga t. Or, je sais que l'accélération, si vous voulez, est collinéaire à Fm, d'accord? Puisque on voit très bien, là ici, hein, vous voyez. Alors, Fm ou Fb, bon, là ici, il faudrait que je change, hein, enlever le M là ici et mettre un B, bon. Parce que parfois, c'est vrai que la composante magnétique, on l'appelle Fb, ou parfois on l'appelle Fm. J'ai pas fait attention là ici, mais bon, peu importe, hein, en fait, là ici, c'est Fb. Donc, voilà, donc l'accélération est collinéaire à la force magnétique. Donc, ça veut dire que l'accélération, elle est comme ça, si vous voulez. Donc, si l'accélération, donc, elle est comme ça, eh bien, ça veut dire que la composante suivant x de l'accélération est nulle. Parce que vous êtes d'accord, je le montre ici sur le schéma. L'accélération étant collinéaire à Fm, il n'y a pas de composante de l'accélération suivant x, suivant z aussi d'ailleurs. Et par contre, il n'y a qu'une composante selon y. Donc ça veut dire que ax en t égale 0 qui vaut vx point en t égale 0 est nul. Donc à partir de là, j'ai une deuxième condition initiale. Je remplace là-dedans mathématiquement. Le sinus dégage. Il me reste donc ici oméga b, que vous voyez là. Et je sais que physiquement, ça vaut 0. Donc ça veut dire que b est nul. Donc j'ai A, V0 sinus alpha, et j'ai B qui vaut 0. Donc finalement, je peux dire que Vx de t, eh bien ça vaut V0 fois sinus alpha, et fois cosinus oméga t.
Et en reprenant la deuxième équation, c'est-à-dire l'équation qui est ici, on voit très bien que donc on a là ici Vx, vous voyez, on remplace par cette expression, on remplace Vx donc là-dedans, et ça me donne ça. Alors bien évidemment, dans la deuxième équation, j'ai remplacé EB sur M par oméga. J'ai donc Vy point de t qui vaut oméga V0 sinus alpha fois cosinus de oméga t. Et donc, du coup, en intégrant, hein, on voit ici que le oméga, si je le place devant le cosinus, là ici, hein, donc j'aurai V0 sinus alpha fois oméga fois cosinus oméga t. Bon, ben, oméga cosinus oméga t, si je primitive, ça fait sinus oméga t, puisque la dérivée de sinus oméga t, ça fait oméga cosinus oméga t. Voilà. Donc finalement, l'intégration me donne ça. Vy de t, ce sera V0 sinus alpha fois sinus, donc oméga t. D'accord ? Voilà. Alors vous allez me dire, oui, il y aurait une constante, mais bien évidemment, la constante est nulle. Pourquoi ? Parce que la composante de la vitesse selon y, hein, on voit très bien ici, vitesse initiale, hein, selon y, hein, à t égale 0, elle est nulle. Puisque V0 ici n'est que dans le plan OX, OZ. Hein, il n'y a pas de composante suivant y ici. Donc Vy en t égale 0, c'est 0. Donc comme le sinus de 0, ça fait 0, bah, ça veut dire que la constante d'intégration, elle est forcément nulle. Donc je ne l'ai pas développé là, ici, pour aller un petit peu plus vite, mais voilà. Alors, en résumé, voilà ce que l'on a. On a obtenu Vx de t qui vaut V0 sinus alpha cosinus oméga t, Vy de t qui vaut V0 sinus alpha sinus oméga t, et Vz de t qui vaut V0 cosinus alpha. Donc là, j'ai les trois composantes de la vitesse, Vx, Vy, Vz, donc en fonction du temps. Alors on voit qu'on n'a plus rien de parabolique ni quoi que ce soit ici. Hein. Vous voyez, on n'a pas des polynômes, hein. On a des cosinus et des sinus temporels. Alors on aura quand même un polynôme, si vous voulez, pour Vz, hein, et puis pour Z après, comme on va le voir, mais pour les deux premières, on ne l'a pas, quoi. Enfin, polynôme, c'est un monôme en fait, hein, du premier degré. Bon, bref. Alors, si on intègre de nouveau, donc à ce moment-là, on obtient les équations horaires suivantes. Alors là, ben, je vous laisse donc reprendre tout ça le cas échéant par vous-même. Voilà ce que l'on obtient. Là, ici, donc primitive de cosinus de oméga t, ben, ça va faire sinus de oméga t sur oméga. Voilà pourquoi on aura ici V0 sinus alpha sur oméga fois sinus oméga t. Alors, plus éventuellement une constante. Alors, la constante ici doit être nulle puisque le sinus à t égale 0 ici vaut 0 et le x à t égale 0, on a vu tout à l'heure, il est nul, hein, on est sur l'origine. Donc forcément, ici, la constante est nulle. Primitive, donc là ici, de la deuxième ligne, donc ça va faire ici V0 sinus alpha. Alors primitive de sinus, donc ça va faire moins cosinus de oméga t sur oméga. Donc on voit bien qu'ici il y a un signe moins, vous voyez. Donc j'aurai V0 sinus alpha sur oméga fois moins cosinus oméga t, plus une constante. Alors bien évidemment, comme le cosinus, lui, à t égale 0, il vaut 1, bien évidemment, et que y vaut 0, bah, le seul moyen, c'est que la constante, en fait, vale ça. Hein. Donc vous reposerez, si vous voulez, l'équation, ça fait un petit exercice que vous pouvez faire par vous-même, et vous verrez que sans problème, on retrouve ça là ici. On voit bien que à t égale 0, ben on a 1, 1 moins 1, 0, ça donne bien y égale 0. Et puis ici, bien sûr, ça c'est une constante, hein, bien évidemment, donc là attention, hein, il ne faut pas, comme j'ai déjà vu parfois dans certaines copies, me dire, bah oui, là, primitive, c'est sinus de alpha. Non, attention, on intègre par rapport au temps, hein, donc cosinus de alpha, on le laisse tranquille, hein, ici. Donc ça va faire V0 cos alpha, hein, donc tout ça c'est une constante, et fois t, hein, c'est une fonction affine, plus une troisième constante là ici, mais comme à t égale 0, z vaut 0, il n'y a pas de constante là ici. Et donc finalement, on a les équations horaires ici, x de t, y de t, z de t. Donc là on voit qu'on a un mouvement qui se développe selon les trois coordonnées de l'espace, hein, bien évidemment. Donc on n'a pas de mouvement plan, on n'a pas de choses comme ça, d'accord, hein, on a vraiment un mouvement là ici selon les trois coordonnées de l'espace. Et en fait on peut montrer ici, alors je ne vais pas rentrer dans ce détail là, mais on peut montrer que en fait ici, eh bien
ces trois équations là, ici, sont les équations paramétriques d'une hélice. Donc, c'est-à-dire de quelque chose qui va faire ça. Alors, je vais vous montrer, vous voyez, là, ici. Là, j'ai représenté, donc, ce que l'on avait au départ, B, ici, le vecteur vitesse V0 qui est là, l'angle alpha qui est ici, l'électron qui est ici. Vous voyez que j'ai représenté en pointillé, là, ici, moins E V0, puisque là, je suis obligé d'avoir un vecteur, donc, dans l'autre direction, enfin, dans l'autre... Enfin, pas dans l'autre direction, c'est la même direction, mais c'est dans l'autre sens, là ici, puisque j'ai un signe moins. Et bien évidemment, on voit très bien ici que si je fais moins EV0, en tout cas au départ, hein, moins EV0, puisque V vectoriel B, AT égale 0, c'est V0 vectoriel B. Donc si je prends ce vecteur là ici, et que je le ramène sur B, je vois que je vais tourner comme ça, et si je tourne comme ça, bah, ça veut dire que je dévisse, et donc je vais bien par là, et donc la force, effectivement, elle est bien orientée selon plus Y, là ici. Et ma particule, bah, en fait, ce qu'elle va faire, c'est une hélice, comme ça. Donc une hélice, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, cette partie-là, ici, c'est un cercle. C'est-à-dire que si je posais Z égale 0, et ça, c'est ce qui se passerait, ce qu'on va voir après, quand V0 est selon X, là ici, c'est-à-dire en fait à la perpendiculaire de B. Dans ces cas-là, d'ailleurs, le sinus de alpha vaut 1, et donc le rayon, ici, parce qu'en fait, ça, c'est le rayon, ici, du cercle sur lequel s'appuie, si vous voulez, l'hélice. Donc, selon X, si vous voulez, et Y, on a un mouvement circulaire comme ça, si vous voulez, quoi. Et selon Z, on a le mouvement rectiligne uniforme, comme on disait tout à l'heure. Donc, un mouvement circulaire qui est comme ça, d'accord, donc composé avec un mouvement donc vertical rectiligne uniforme comme ceci, eh bien on voit bien que voilà, ça va donner une hélice comme ça. Donc là ici j'ai fait cette représentation, vous voyez, hélicoïdale ici. H, le paramètre qui est ici, c'est ce que l'on appelle le pas de l'hélice, c'est-à-dire en fait quand vous avez fait un tour complet, d'accord, pour vous ramener, alors un tour complet, c'est-à-dire comme si on avait fait un tour du cercle, si on observait du dessus au niveau circulaire, et bien de quelle hauteur on monte? C'est ça le pas, si vous voulez. Alors, on va voir un petit peu son expression après. Alors, le rayon, ici, on pourrait montrer assez facilement qu'en fait, le rayon, c'est ça, c'est V0 sinus alpha sur oméga, c'est-à-dire MV0 sinus alpha sur EB. Et le pas, bien évidemment, H, c'est Z au bout d'une période, si vous voulez, ici, puisque bien évidemment, quand on a fait un tour complet ici de l'hélice, si vous voulez, au niveau donc du cercle d'appui, on a donc fait une période grand T. D'accord, et cette période grand T, bien évidemment, c'est 2π sur oméga. D'accord, c'est 2π sur oméga. Un T, c'est 2π sur la pulsation. 2π sur oméga. Et donc, vous pouvez faire le calcul là ici, avec l'expression de oméga donc, que l'on a avant. Hein. Donc je rappelle que oméga c'est EB sur M. Et bien en faisant ce calcul, on obtient que le pas c'est ça, c'est 2π mv0 cosinus alpha sur donc EB. Et d'ailleurs, on peut voir ici que si alpha vaut 90 degrés, hein, c'est-à-dire que ici, V0 est selon X, eh bien le cosinus de alpha, c'est le cosinus de 90 degrés, donc ça vaut 0, et donc ça veut dire que le pas est nul. Donc ça veut dire que quand on a alpha qui vaut 90 degrés, c'est-à-dire qu'on est ici, hein, je le rappelle bien, V0 est selon l'axe des X là ici, ben le mouvement en fait il est circulaire, uniquement, dans le plan OX, OY, et il n'y a plus d'hélice. Voilà. Alors c'est ce que l'on va voir maintenant, le cas particulier donc de la trajectoire circulaire. Et là on va faire une approche un petit peu différente, hein. Vous allez voir que simplement dire, bah voilà, on pose Z égale 0 et puis voilà quoi. Alors dans le cas particulier, mais assez courant où V0 est dans le plan OX, Y, eh bien on a alpha, donc il vaut 90 degrés, et le mouvement est alors circulaire et uniforme dans OX, OY et de rayon, donc qui est donné là ici. Hein, c'est-à-dire que je prends
alpha 90 degrés, sinus 90 degrés vaut 1, donc ça fait V0 sur oméga. Donc à ce moment-là, si je reprends oméga là ici, je peux dire que c'est mV0 sur valeur absolue de Q fois B. Bon, je prends la valeur absolue de Q ici pour me jouer la sécurité, pour enlever, si vous voulez, tout éventuel signe moins ici de la charge. Donc vous voyez, là, on a bien V0, on est bien 90 degrés ici. Et donc à ce moment-là, le mouvement, vous voyez, il va être circulaire, comme ça va tourner comme ça. Vous voyez, ça va tourner comme ça. J'ai essayé de le faire un peu en perspective, comme vous le voyez là ici. Et donc la vitesse, bien évidemment, elle va suivre la trajectoire. Et là, vous voyez que j'ai réintroduit là ici la base cylindrique, en fait, puisqu'on a EZ là ici, ER et Eθ, parce que justement, il est possible maintenant, dans ce cas particulier, de faire une étude donc, de cette trajectoire circulaire à partir, si vous voulez, des lois de Newton, enfin de la seconde loi de Newton, en se basant justement dans la base des coordonnées cylindriques. Donc, c'est ce que l'on fait là ici. Alors, on prend bien évidemment la base des coordonnées cylindriques et on va supposer, si vous voulez, que l'on prend comme origine le centre C du cercle là ici. Donc, on ne va pas prendre comme origine le point O ici, mais le centre du cercle C comme ça. Alors, on peut bien évidemment s'apercevoir là ici que V, c'est donc V0 Eθ, ça on le sait, on a déjà vu, c'est V0 Eθ. Alors bien évidemment, V0, c'est le rayon R fois θ point, c'est R θ point. Bon, là ici, je l'ai appelé V0. Et donc ici, l'accélération, alors j'ai mis ici que c'était d de V0 sur dt fois Eθ, c'est-à-dire que d de V0 sur dt, c'est le terme, si vous voulez, r θ point point. Donc r θ point point, c'est d de V0 sur dt, alors fois Eθ, et moins V0 e carré sur r. V0 e carré sur r. Alors ça, bien évidemment, c'est le terme, si vous voulez, grand R, θ point carré, ER. Voilà, avec le signe moins. Voilà, donc qui sont réécrits de manière différente. Alors, comme on a vu précédemment que la vitesse en valeur, bien évidemment, pas en vecteur, mais en valeur, la vitesse donc est constante, c'est-à-dire que la valeur de V, c'est la valeur de V0 ici en tout point. Eh bien, dans ce cas, la dérivée est nulle ici, donc il n'y a pas de composante suivant Eθ, et donc du coup, l'accélération, c'est uniquement moins V0 carré sur R fois ER. Voilà, V0 c'est une constante, donc ici, d de V0 sur dt égale 0. D'après la seconde loi Newton, somme des forces égale masse par accélération. Donc ici, c'est uniquement la force magnétique, c'est-à-dire FB ou FM, égale donc ici MA, c'est-à-dire moins EV vectoriel B, égale ici donc MA. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas une grande nouveauté, c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que pour un électron, j'ai A qui vaut moins E sur M, V vectoriel B. Bon. Alors, si maintenant je décompose ici mes vecteurs à partir, bien évidemment, de ce que j'ai mis là ici, je vois que là, j'ai le vecteur vitesse, là, j'ai le vecteur accélération, et puis alors, je ne vais pas remonter plus loin, mais on avait le vecteur B là ici, qui est donc selon Z là ici. Donc du coup, je peux écrire les choses comme ça, c'est-à-dire que le vecteur accélération ici, c'est égal à moins E sur M, donc V ici c'est V0 Eθ, vectoriel B qui vaut BEZ. D'accord ? Donc, c'est-à-dire ici, si je mets tous les scalaires devant, je vais donc avoir moins E sur M, V0B, Eθ, vectoriel EZ. Donc, Eθ vectoriel EZ, ça fait ER, puisque quand on est dans la base donc cylindrique, l'ordre des vecteurs de base pour le trièdre direct traditionnel, c'est ER en premier, Eθ puis EZ. Souvent on dit les coordonnées RθZ si vous voulez, donc c'est ER, Eθ, EZ. Donc ER, Eθ, si je vais dans le sens ER, Eθ,
ça va donner EZ. Si je vais dans le sens, ce qui est le cas là ici, Eθ, EZ, je suis toujours dans le sens direct, si vous voulez, ça va donc me donner ER. Donc, je vais conserver ça, hein, moins E sur M V0B, mais là, je vais avoir ER. Donc, voilà. Alors, à ce moment-là, ici, ben voilà ce que je peux écrire. Là, maintenant, j'ai traité, si vous voulez, cette partie-là. L'accélération, ici, que j'avais représentée en orange, eh bien, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait sa composante, c'était moins V0 carré sur grand R, hein, le rayon, fois ER. Donc, c'est ce que je vais faire là, ici, maintenant. Ça, c'est l'accélération. Vous voyez, j'ai mis les couleurs là, ici. Là, c'est l'accélération, ici. Et donc, moins V0 carré sur R fois ER égale moins EM V0B fois ER. C'est ce que l'on avait là, ici. Donc, on voit qu'on peut simplifier ou identifier. Donc là, bon, j'élimine les ER, mais en fait, ce n'est pas une élimination, ce n'est pas une vraie simplification, mais évidemment, c'est une identification. Je vois que j'ai un V0 carré ici et un V0 ici, donc je peux simplifier. Et je peux enlever aussi d'ailleurs les signes moins, comme vous le voyez là ici, et je vois que j'ai donc V0 sur R qui vaut EB sur M. Et ça, je rappelle que c'est la fameuse pulsation cyclotron. D'accord ? Donc on retrouve bien d'ailleurs le fait que R, c'est V0 sur oméga. Donc si je reprends par contre l'expression telle qu'elle apparaît, vous voyez là ici, et bien du coup j'en déduis directement l'expression du rayon, c'est-à-dire que R, c'est MV0 sur EB. Donc j'ai les coordonnées du centre, c'est le centre C qu'on a vu tout à l'heure, et j'ai directement l'expression du rayon. Alors ça, bien évidemment, ça ne marche, on est bien d'accord. Hein, ce raisonnement que l'on a fait là ici en introduisant les coordonnées cylindriques, uniquement dans le cas où V0 et B sont à la perpendiculaire. Hein, l'angle alpha est donc de 90 degrés. Voilà pour cette étude. Alors une petite application, bien évidemment, de tout cela, eh bien, c'est l'accélérateur d'électrons. Alors, c'est une des situations classiques des accélérateurs de particules. Donc, du type, par exemple, les accélérateurs du CERN en Suisse, des accélérateurs comme le LHC, des choses comme ça. Alors, la première étape, on fait une accélération des particules depuis un point d'entrée, si vous voulez, jusqu'à un point O où à l'intérieur de cette zone, il y a un champ électrique. Et puis ensuite, on fait une déviation circulaire, donc au-delà de O par un champ magnétique. Alors ça donne quelque chose comme ça, ici, c'est-à-dire que là, vous voyez, dans la zone qui est là, ici, on a un champ électrique, et dans la zone qui est là, on va avoir un champ magnétique. Alors en fait, le champ électrique, il est comme ça, parce que là, on s'intéresse à des électrons, donc la force, elle est là. Donc là, on va voir que, hop, l'électron, il va être accéléré ici, puis ensuite, il va se mettre à tourner. Alors regardez bien, vous voyez, hop, il accélère, et là maintenant, vous voyez, hop, il tourne comme ça. On recommence, hop, il accélère, et hop, maintenant, il tourne comme ça. Hein. On voit très bien, le champ E, il est vers l'arrière, hop, le champ B, là, ici, il est vers le haut. Hein, c'est représenté ici en perspective. Et la force de Lorentz, elle est centripète, hein, comme vous le voyez là, ici. La force de Lorentz, FB, hein, là, ici, elle est centripète. Hein, voilà. Etc., 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 et c'est ce qui clôture ici cette seconde vidéo.